Alors le livre numérique est un terme un petit peu général, évidemment. Au début, on pouvait penser qu'il ne concernait, d'ailleurs c'était notre activité essentielle chez Volumes, c'était le livre lu, c'est-à-dire le livre que l'on écoute. Et pendant longtemps, ça a été ça, puisque la technique du livre numérique, c'est-à-dire la transformation du contenu papier en numérique, a bien sûr existé depuis la création du PDF, mais ce n'était pas véritablement ce que l'on appelle aujourd'hui un livre numérique. Donc le livre numérique, aujourd'hui, recouvre bien sûr encore le livre audio lu et la transcription sous forme de différents formats du livre papier. Alors, pourquoi différents formats? Il y a différentes raisons à cela. La première raison, c'est parce que il n'y a pas uniformité des formats à travers les différents réseaux de distribution, sans nommer les grandes marques que l'on connaît bien, qui commencent par A, par exemple. Eh bien, effectivement, on a des formats qui sont plus AP, et puis d'autres qui sont plus AM, voire ce qu'on appelle aussi AN, c'est-à-dire Android. Voilà, donc il y a plusieurs formats, et ça ne rend pas forcément la diffusion meilleure ou plus facile. Les formats commencent à se rapprocher, c'est-à-dire qu'il y a eu une course un peu à la technique. La société américaine bien connue qui fait des ordinateurs et des téléphones a voulu bien sûr profiter de son avance dans le domaine de la communication, enfin de la télécommunication, pour apporter des avantages techniques dans le format des livres numériques. Mais aujourd'hui, dirons-nous, les concurrents essayent de se rapprocher de plus en plus de ces formats. Alors, quels sont les avantages techniques? Il y a, par rapport au papier, un avantage déjà fondamental, c'est le changement de police et le changement de taille des caractères quand on les regarde sur son smartphone, excusez le terme, ou sa tablette, ou son ordinateur, et bien sûr aussi la possibilité de prendre des notes sans utiliser de crayon à papier, sans abîmer, si je puis dire, l'original, puisqu'on peut les enlever aussi. On peut mettre aussi des signets, et on a une commodité absolument mal perçue de la plupart du public, c'est qu'on peut rechercher des termes à l'intérieur d'un livre numérique d'une manière beaucoup plus rapide que ce que l'on peut faire sur un livre papier. Oui, alors bien sûr, c'est l'évolution, c'est sous la pression et sur la demande en fait aussi de l'enseignement. C'est-à-dire que pour faire de l'enseignement, probablement que le livre lu tout simplement ou le livre numérique aussi a certains avantages, comme on disait, par rapport au papier. D'abord, on peut en mettre beaucoup plus dans une tablette que dans n'importe quel cartable, aussi épais et lourd soit-il. Donc, l'avantage du numérique, c'est bien sûr le fait qu'il n'a pas de poids, mais il permet aussi d'ouvrir la porte à ce qu'on appelle le livre enrichi. Le livre enrichi, c'est en fait l'imagination que va donner un nouvel auteur, si je puis dire, une nouvelle façon de créer, où on va retrouver du texte, du son, de la musique, de la vidéo, des animations. Donc on peut tout combiner et à ce moment-là, on utilise le terme de livre enrichi pour ne pas utiliser un autre terme. Voilà, donc c'est la création d'un nouveau produit qui est bien sûr à la base un livre, mais qui devient un produit multimédia. Alors, les lecteurs, enfin, dirons-nous, la clientèle, si je puis dire, évolue, c'est pas une surprise, toujours un petit peu plus lentement que la technologie. C'est normal, il faut un certain temps d'adaptation. Il faut aussi que l'information passe, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la création de ces nouveaux produits. Et il faut aussi qu'elle intéresse, parce qu'au début, comme toute nouvelle création, on n'est pas forcément enthousiasmé. On peut l'être, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas être enthousiasmés, qui vont dire « Moi, je continue de préférer un livre papier tel qu'il est, basique, ça me suffit amplement ». Donc il y a un certain temps d'adaptation, il
il y a aussi, comme je le disais, des besoins qui vont se formuler petit à petit, en particulier du côté de l'enseignement. Et voilà donc une évolution qui est beaucoup plus lente que la vitesse de la technologie. Alors l'évolution sur les métiers traditionnels dans toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut partir des auteurs pour aller justement jusqu'au client. Alors l'auteur, il va créer, mais il va peut-être créer à un moment d'une manière un petit peu différente, puisqu'il sait qu'il a finalement peut-être la possibilité d'utiliser des techniques qu'il n'avait pas la possibilité d'utiliser avant, qui vont être proches, dans certains cas, peut-être plus proches du cinéma que de l'écriture classique et traditionnelle. Donc l'auteur, bien sûr, il peut voir ça sur un œil un petit peu différent. Et après, il y a l'éditeur. Alors pour l'éditeur, c'est un bouleversement complet. Et ils ne sont pas tous préparés, loin de là, à franchir le pas. Et d'ailleurs, parfois, on finit par se passer d'eux. Alors, je ne dis pas ça par méchanceté, mais c'est un fait qu'un auteur qui publie un livre numérique n'a pratiquement plus besoin d'un éditeur pour se vendre. Il peut se vendre sur les plateformes que je cite, dont je citais le nom tout à l'heure, ou je ne citais pas le nom tout à l'heure. Et donc, ces plateformes, effectivement, ces réseaux vont pouvoir diffuser dans le monde entier un livre numérique. Et après tout, qu'est-ce qu'apporte l'éditeur à ce moment-là? Pas forcément grand-chose. Donc, ils essayent, pour la plupart, de retenir, si je puis dire, les auteurs en leur disant, bah, écoutez, d'accord, vous signez un contrat pour le livre traditionnel papier et en même temps, on garde les droits, nous, éditeurs, du livre numérique. Ça commence à être sérieusement attaqué. Personnellement, si vous me demandez mon avis, je trouve que c'est pas du tout légitime. Le livre numérique n'est pas du tout le mérite de l'éditeur, il est le mérite soit de l'auteur, soit de la maison qui fait un livre numérique à partir d'un texte ou d'un ensemble de composants. Alors après, on arrive plutôt du côté de la distribution et du libraire. Et là, c'est un peu la panique. Beaucoup de libraires sont un peu hésitants à vendre du numérique. Ils commencent à s'y mettre. Vous avez en France Chapitre, par exemple, qui s'y met, ou De Citre. Et en Belgique, alors j'ai pas retenu la caractéristique, mais j'ai compris qu'il y avait 25 librairies qui s'étaient associées pour diffuser du livre numérique. Et donc, je pense que les métiers vont évoluer aussi. Ça peut être intéressant parce que le livre numérique, par définition, il n'y a pas de stock, il n'y a pas d'invendu. Hein, ce sera peut-être pas vendu, mais il n'y a pas d'invendu. Donc, il n'y a pas de retour de produits. C'est quand même un avantage, tout ça, et ça évite du gaspillage phénoménal. Et par contre, effectivement, les prix vont évoluer d'une façon un petit peu différente. Mais c'est logique puisqu'il n'y a pas de support physique, il n'y a pas de consommation de papier. Sur le plan écologique d'ailleurs, tout le monde devrait être très content puisqu'on n'abat pas des arbres pour faire du numérique. C'est une société qui a été créée en 2005, donc elle est à la fois jeune et en même temps un peu mature aujourd'hui, puisqu'elle va bientôt avoir 10 ans. Et elle a été créée donc, dans un but de diffuser le livre lu, le livre audio, en téléchargement aux États-Unis ou dans des pays comme l'Allemagne, ça marche très très bien. Il y a même on parle aussi de la Norvège ou de la Finlande. Comme c'est une société française, elle a essentiellement travaillé sur la France. Et là, ça a été un petit peu la déception, car la notion de livre lu n'est pas perçu toujours comme un art noble en France, ce qui est un peu curieux à mon avis, puisque finalement l'apprentissage des langues ne peut passer que par l'écoute et par l'oreille. Donc on n'apprendra jamais une langue simplement en lisant du papier. Il faut aussi écouter. Donc l'écoute est, je pense, essentielle. Et le mot écoute, d'ailleurs, dit bien que c'est différent
d'entendre. On peut entendre et ne rien retenir, mais quand on écoute, en principe, on retient. Notre cerveau est fait ainsi. Alors, volume, puisque pour y revenir, en fait, on a commencé donc uniquement par du téléchargement, puis on a essayé de satisfaire, si je puis dire, la demande des bibliothèques, des médiathèques, en proposant un système d'écoute en stream, ce qui est d'ailleurs, on peut le faire donc chez Point Culture. Et puis, on a fait aussi donc du support CD, puisque le support CD physique reste encore, on peut s'en féliciter ou le déplorer, peu importe, c'est la réalité, 75 à 80% du marché reste encore du support physique. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre dans sa voiture, on le peut mettre très souvent sur la chaîne à la maison ou au bureau. Bon, donc il y a effectivement une portabilité encore du support physique qui reste très intéressante. Alors, dans notre activité, nous avons effectivement, nous sommes allés un pas plus loin, soit par exemple en mettant le CD audio avec le livre papier, soit dans certains cas en ayant la combinaison du texte et du son dans une application qui va pouvoir être lue sur un ordinateur. Alors, si on prend un article comme celui-là, Poussey et la sorcière, c'est un petit livre donc plutôt pour enfants. Si on le met par exemple ce CD dans un lecteur de MP3 d'une voiture, j'en ai fait l'essai, ben, en fait on va entendre la bande sonore. Bien sûr, on ne va pas voir les images. Pour voir les images, il faut être sur son ordinateur. Mais l'intérêt, c'est effectivement, c'est d'avoir un produit qui finalement peut être aussi écouté et bien sûr regardé. Donc aujourd'hui, on essaye de satisfaire la clientèle par des produits où on va combiner donc le son, les images et bien sûr de la musique ou des choses ludiques. Alors la taille de notre catalogue aujourd'hui est constituée de deux parties. Une partie qui ne nous appartient pas, qui permet justement la diffusion en écoute en ligne, en streaming, sur les portails correspondants pour les médiathèques. Là, il y a à peu près, on est pour l'instant à plus de 600 titres, mais on peut aller presque jusqu'à 1000. Et puis alors, il y a ce qui fait partie véritablement du catalogue de la maison. Et là, on a à peu près 165 à 170 titres en audio ou en combinaison audio et texte, et on a une cinquantaine de livres numériques qui ne sont donc pas en support physique, qui sont des livres numériques que l'on diffuse sur des plateformes de distribution des livres numériques. Voilà à peu près, on essaye de créer donc des produits aujourd'hui dans une ligne, enfin certaines lignes préférentielles, pour l'enfance, enfin pour les enfants jusqu'à l'adolescence, pour bien sûr aussi le développement personnel et les aspects relationnels, y compris par exemple le coaching et ce genre de métier ou la sophrologie. Et puis un peu, quand l'occasion se présente, le roman contemporain, parce que ça peut être intéressant pour dans certains cas, aussi bien pour les auteurs que pour les éditeurs. Mais on a donc deux, trois, dirons-nous, pistes préférentielles pour les enfants, le développement personnel, et j'ai oublié quand même la philosophie.